Sur le téléphone, bah moi j'utilise pas, à part pour répondre aux appels de mes amis le matin ou sinon non, j'utilise très rarement. Moi je dirais 12 heures, hein. Je passe beaucoup tout le temps sur mon tel, même en cours. Ah, c'est dur de le délaisser. C'est indispensable pour moi, par exemple le matin, c'est mon téléphone qui me réveille. Le midi, si je dois demander des sous à mes parents, c'est indispensable. Le soir quand je prends le bus, c'est indispensable aussi. Donc non, je peux pas vivre sans mon téléphone une journée. Pour moi, c'est plus compliqué parce que je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps et c'est plus compliqué. Mais je pense que lui, il réussirait à faire une journée par rapport aux autres. Après, je m'en prends, j'ai encore un téléphone à touche, moi, c'est pour ça. C'est essentiel, mais de temps en temps, ça va, faut quand même savoir décrocher, je pense. Ouais. Saurez-vous un jour décrocher? Aujourd'hui, un jeune âgé entre 16 et 24 ans passe quasiment 12 heures devant un écran selon les études. Mais sommes-nous réellement conscients des usages du numérique, de l'impact sur la planète que provoquent nos clics et de l'effet de l'addiction? Alors, à vos agendas, 7 février 2023, journée sans téléphone qui peut s'étaler sur 3 jours si vous tenez déjà 24 heures. Challenge, non mais allô. Florence Rodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre La nouvelle religion du numérique, professeur des universités à l'université de Montpellier et vous organisez des conférences à travers le monde autour des enjeux du numérique. C'est pour ça qu'on vous retrouve en direct en visio depuis le Maroc. Bonjour. Bonjour, ravie d'être avec vous. Une réaction sur ce que disent ces jeunes interrogés à Perpignan que vous venez d'entendre. Mon smartphone est indispensable pour moi. C'est 94% des 15-25 ans qui avaient un smartphone en 2021 selon l'INSEE. Voilà, c'est 99% le mobile et 94% le smartphone précisément. Et une réaction, c'est assez représentatif, je crois, votre micro-trottoir de la situation actuelle en France et dans le monde. Les jeunes, en effet, considèrent que quelque part le smartphone, c'est comme une prolongation de soi, une prothèse. Et il y en a beaucoup qui arrivent pas du tout à s'en passer, les chiffres des jeunes qui dorment avec est assez effarant. Il y a même un nombre assez important chez les nomophobes, c'est-à-dire les gens qui ont la phobie de se passer du téléphone portable. Il y en a même qui sont incapables. Parmi les nomophobes, il y en a la moitié qui ne l'éteignent jamais, donc qui ont besoin en permanence d'être connectés. Alors dans ce dossier, on a choisi de prendre le contre-pied de cette fameuse dépendance. Zoom sur ces sceptiques du numérique qui choisissent une utilisation raisonnée de celui qui est désormais devenu le prolongement de notre main. Vous en parliez. Le smartphone, Benoît et Mathias sont des zoomers. Ils sont nés en même temps que le téléphone. Ils ont 27 et 37 ans et ils ont pourtant décidé de s'en passer. Témoignage recueilli par Barry Isaac et Léo Roberol. Bonjour, je m'appelle Mathias Estagno, je suis directeur d'un incubateur de start-up du numérique au sein de l'association La Mêlée. Et voici mon smartphone que j'ai depuis maintenant 10 ans. Alors je m'appelle Benoît Boré-Dubois, j'ai 27 ans, je suis psychologue. Ça fait depuis le premier confinement que j'ai commencé cette amorce à arrêter le téléphone portable. Donc dans ma vie personnelle, je n'ai plus du tout de téléphone portable. Leur témoignage est aujourd'hui très rare. Benoît et Mathias ont décidé de vivre sans smartphone. Ils nous racontent pourquoi et quelles difficultés ils rencontrent aujourd'hui. Il y a 3 ans, le déclic en pleine pandémie. Voulant se retrouver véritablement seul, à l'heure où le monde entier se savait si connecté, Benoît, lui, se désabonne de tous les réseaux sociaux et des plateformes de séries, éteignant même par la même occasion définitivement son téléphone personnel. On voit qu'il y a pas mal de gens avec leur téléphone portable dans le bus qui finalement, en attendant, sont sur leur téléphone portable. C'est ce que j'aurais sûrement fait avant et maintenant dans le bus je suis tranquille, soit j'ai un livre, soit j'ai quelque chose, soit juste j'attends le trajet du bus et tranquillement.
Comment vous faites pour vous repérer dans la ville, son téléphone Ah bah, je la connais bien, la vie je la connais bien. Puis sinon on peut demander à des personnes si jamais on est perdu à un moment donné. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un contact supplémentaire parce que sinon si je mettais directement mon GPS, et finalement j'aurais pas parlé à quelqu'un et pas eu cette relation qui dure peut-être 2 secondes mais qui est tout aussi sympa quand même. C'est maintenant le rituel chaque soir, ce même geste depuis mars 2020, couper le smartphone après le travail terminé. Benoît a réadapté ses habitudes. Il a racheté notamment un radio-réveil et un téléphone fixe. Ce monde d'avant, réseaux sociaux sur le téléphone, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui? Plus du tout, même c'est même un soulagement. Parce que avant que je fasse ça, j'y étais à un moment beaucoup. C'est-à-dire dès que je m'ennuyais, j'allais sur les réseaux sociaux, j'allais sur mon portable et je faisais passer l'ennui de cette manière-là. Et maintenant, je le fais plus et ça me soulage parce que je me rends compte que c'est bien de s'ennuyer et que ça apporte beaucoup. Et en fait, je me laissais plus du tout être dans l'instant. Et grâce au fait de plus avoir de portable, j'ai plus cette nécessité ou ce besoin d'aller dessus et qui finalement était très présent. Moi je pense que j'ai un comportement addictif dans le bon sens du terme vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Et ça c'est clair et net que si j'avais un accès illimité dans ma poche à portée de main, vraiment à quelques centimètres de moi, à tous les réseaux sociaux que j'utilise, toutes les applications inutile ou indispensable que je peux avoir, je pense que je surconsommerai. Moi, j'ai plutôt une tendance à surconsommer quand ça me plaît, peut-être une consommation excessive. Pour Mathias, la situation est à son comble. Le smartphone, il l'a abandonné en 2013. Après une succession de casses, il a préféré se rabattre sur un téléphone old school, moins coûteux, et a finalement trouvé ses habitudes, quitte à faire un peu tâche au milieu de ses start-upers. Tout à fait, c'est vraiment un paradoxe qui fait rire un peu tout le monde parce qu'il est connecté et il est vraiment dans son univers, mais avec son Nokia, on peut même pas lui envoyer des photos de nos projets ou de nos photos de groupe et tout ça. Je peux pas envoyer de smiley, du coup j'envoie des astérix et puis je décris le smiley et là c'est parfait. C'est un ancien de ouf, mais quand même pas de dinosaure, c'est un ancien, on va dire c'est l'ancien, voilà, c'est parfait. Monsieur Bastien, Madame Léa, bonjour. Tu penses quoi de sa démarche justement de s'éloigner un petit peu de tout ça? C'est assez intéressant parce qu'on sait que d'un point de vue numérique responsable, il faut reconditionner au maximum le matériel et pas toujours être dans la quête d'avoir toujours le dernier smartphone qui n'a pas forcément une meilleure fonctionnalité que celui d'avant. Donc au moins lui, il est content de la technologie qu'il a, c'est très bien. C'est vraiment un choix personnel, mais il y a quand même effectivement le fait de l'aspect sociétal, écologique dans la consommation entre guillemets d'outils technologiques comme le smartphone qui c'est plus approuvé, qui ont une obsolescence programmée. Ça m'aide aussi à me sentir mieux par rapport à ma consommation, ou en tout cas mon impact peut-être écologique, quoi. Donc ça c'est important. Ça me compense dans le fait que des fois je suis perdu parce que j'ai pas de GPS. Je me dis au moins je fais du bien à la planète. Les Polaroids dont je te parlais. Donc voilà, là du coup je suis pas. Voilà. Là il y a ma copine qui me sauve la vie, si vous le saviez. Sur plein de points, donc je lui fais une grosse dédicace. Elle m'a dit tu dis pas que c'est facile parce que des fois je te sauve la vie. Et quand je swipe, tu tournes la photo. Voilà, c'est ça. Ça swipe, c'est facile la technologie. Tous les deux gardent à disposition un ordinateur pour leurs interactions sociales et leur vie de couple. Je me suis dit encore une idée farfelue de la part de Benoît, mais franchement en mode chacun sa vie. Après voilà, ça a favorisé les appels, ça a favorisé la communication je trouve, parce que du coup vu qu'on peut plus, on est obligé de l'appeler pour pouvoir avoir des nouvelles et les mails, vu que c'est pas instantané, t'es obligé de vérifier, donc faut absolument répondre, sinon ça passe à la trappe. Donc non, en fait, ça marche plutôt bien. Garder le lien sans pour autant harceler les autres. J'ai plus ce stress que en plus je pouvais avoir, par exemple, dans le cadre de ma relation de couple, est-ce que ma copine va me répondre quand je suis allé loin, etc. Et tout ça, c'était un petit peu néfaste.
Finalement parce que elle est loin, elle fait bien ce qu'elle veut. Seul moment où si elle allait en voyage et que moi je suis également en voyage, c'est le moment où je me permets d'allumer mon portable parce que sinon je devrais utiliser le portable de quelqu'un d'autre pour prévenir et pour donner des nouvelles. Mais moi mon but c'est que mon choix, ça ne soit pas au détriment des autres. Si j'ai besoin d'utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre, eh bien, ça veut dire que là il y a un problème. Et donc dans ces cas exceptionnels, j'ai un portable que je peux allumer et appeler pour aller voir mes comptes. Donc si je valide là, je suis obligé d'avoir le téléphone, normalement ça va le faire. Voilà, ils me mettent exactement ça. Pour continuer, prenez votre téléphone, donc, qui s'appelle Jean-Jacques, c'est mon téléphone pro, parce que c'est celui que j'utilise plus souvent, et ouvrez votre application mobile, saisissez votre SecurePass par téléphone. Si j'utilise un autre moyen de notification, c'est un SMS, et donc je suis obligé d'allumer mon téléphone dans ce cas-là. Et il y a besoin de ça pour faire un virement, pour ajouter un bénéficiaire, et pour valider des paiements en ligne, tout simplement. Nous rendre dépendants et nous tracer pour que les opérateurs téléphoniques exploitent certaines de nos données. Grâce à la géolocalisation, Orange Business Services a développé Fluvision, une solution qui analyse et détaille nos déplacements. Vendue aux collectivités ou aux offices de tourisme, elle permet d'évaluer la fréquentation d'un lieu et la provenance des clients. C'est le cas à Nîmes. Nous, à Nîmes, on a un observatoire d'attractivité touristique, c'est-à-dire qu'au-delà de la fréquentation des musées, des monuments ou de tout l'événementiel qui est proposé par la ville, il faut qu'on puisse mesurer la fréquentation touristique du territoire de tous ceux qui n'achètent pas de billets mais qui viennent quand même découvrir Nîmes. Donc c'est un outil qui nous permet de savoir quelles sont les nationalités des personnes qui viennent, la proratisation entre les Français et les étrangers, et c'est un outil qui nous permet d'aller en année d'après démarcher les marchés allemands, les marchés étrangers sur des salons touristiques. Si on voit qu'on a moins d'Allemands par exemple en 2022 que ce qu'on avait pu avoir en 2019, en 2023 on va aller promouvoir la destination un peu plus sur le marché allemand pour avoir une reconquête de ce marché. C'est ce que dénonce l'association Robin des Toits, mais aussi d'autres dérives et dangers causés par les champs électromagnétiques liés au smartphone. Sans compter les enjeux sanitaires de l'outil, son impact environnemental, mais aussi l'aspect addictif qu'il provoque chez les usagers, pouvant même jusqu'à causer des troubles psychologiques et de l'apprentissage. Et puis, il y a dans la sphère psychologique, il y a aussi tout ce qu'on peut appeler le smartphone comme outil d'une société de surveillance. L'exemple majeur, c'est ce qui se passe en Chine. Hein. Aujourd'hui, alors ce n'est pas que grâce au smartphone, mais c'est beaucoup grâce au smartphone et grâce à la 5G qui permet de traiter toutes les données beaucoup mieux que la 4G. Tout citoyen chinois est en passe d'être noté sur sa bonne conduite. Donc ça donne des notes. Et si vous avez des bonnes notes, vous avez droit à certains avantages. Et si vous avez des mauvaises notes, vous pouvez très bien ne plus être autorisé à avoir certains emplois, à avoir des crédits, voire à voyager. Et le smartphone est un outil extraordinaire pour savoir ce que vous faites. L'ensemble des choses que nous faisons sur un smartphone ou sur un ordinateur est de plus en plus important. Il y a de plus en plus de choses qu'on ne peut plus faire que par l'ordinateur, ou en tout cas qu'on le fait par l'ordinateur et ou le smartphone, et que donc tout ça est stocké, alors en Europe ou en Occident, différemment chez les gens qui stockent ça pour des motifs commerciaux, et pour les gens des pouvoirs publics ou des services de renseignement. Encore que la cloison n'est pas complètement étanche. Hein. Une conscience des dangers qui suscite des alternatives, Robin des Toits travaille à la sensibilisation des enjeux sanitaires et appelle chacun à une utilisation raisonnée du numérique. Mais c'est vrai qu'il faut être effectivement au courant des dérives. Mais ne pas oublier qu'effectivement, un smartphone comme un logiciel, un site internet, un outil numérique, c'est un outil. Et l'outil dépend énormément de la façon dont on l'utilise. Voilà. De manière responsable ou complètement frénétique, ça, encore une fois, c'est l'humain qui est à prendre en compte. Et c'est vrai que le côté un petit peu dark, c'est cet aspect intrusif. Finalement, avec ou sans smartphone, on l'aura toujours sur un outil technologique. Et ça, effectivement, oui, ça me gêne. Bon, alors,
la solution, avoir des bons comportements dans son quotidien en termes de cybersécurité. Comme j'aime beaucoup cette phrase, un mot de passe, c'est comme un sous-vêtement, il faut le changer régulièrement, c'est une question d'hygiène numérique si vous voulez. Ça permet de se protéger, tout du moins de limiter peut-être la casse et l'intrusion malveillante. Benoît a le projet de pousser l'expérience jusqu'à l'entretien de correspondance par lettre. Mathias, lui, reste dépendant de son téléphone vintage sans pour autant fermer la porte. Le smartphone reviendra peut-être un jour dans sa vie. Florence Rodin, votre réaction sur le témoignage de ces deux ovnis qui ont totalement bouleversé leur quotidien. On a le sentiment qu'il y a une quête après le temps aussi derrière tout cela. Ce que je remarque, c'est que tous les deux, en réalité, ils ne sont pas déconnectés. C'est juste qu'ils ont fait le choix de ne pas accepter ce support qui est le smartphone. Il y en a un des deux qui a un mobile. Donc, ils ont. Moi, ce que je remarque surtout chez Mathias, c'est que en réalité, le téléphone portable, il garde un téléphone portable à l'ancienne, un mobile qui ne soit pas smartphone. En fait, ce qui le dérange, ce sont toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées. En 2001, quand on a créé, c'est cet auteur. Dont j'oublie, Phil Marceau, c'est un écrivain français qui a lancé la journée sans téléphone portable. C'est lui. En réalité, le smartphone n'existait pas encore. Et d'ailleurs, c'est le 6 février, c'est la Saint-Gaston, parce que la Saint-Gaston, vous vous rappelez de la chanson de Nino Ferrer, Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Enfin bref, c'est ça. Mathias, il garde son mobile. Ce qui le dérange, ce sont ces nouvelles fonctionnalités. J'imagine le GPS, puisque de toute façon il ne veut pas l'utiliser, la prise de photos et toute l'intrusion que ça peut permettre. Benoît, lui, il n'a carrément pas de téléphone, donc lui, il fait un choix radical qui lui pose d'ailleurs problème parce que dans la vie personnelle, effectivement, si vous voulez faire un achat sur Internet, si vous avez besoin de réserver un billet d'avion, moi qui voyage beaucoup à travers le monde pour mes conférences, effectivement, j'ai un smartphone depuis peu de temps, mais ce qui m'a fait aller vers le smartphone, c'est aussi le fait que je ne pouvais plus interagir avec ma banque. C'est ça. Il y a cette forme de dépendance quand même auprès des services publics. Oui. Est-ce qu'il manque des alternatives au numérique pour communiquer ? Les alternatives, c'est d'autres supports effectivement, comme tous les deux, ils utilisent un ordinateur portable. Donc c'est en ce sens que je dis, ils sont pas totalement déconnectés. Ils refutent. Il y a aussi une démarche que j'applaudis des deux mains, que Mathias évoque, c'est celle de l'écologie, du développement durable. Voilà. Et ça, effectivement, ils sont très conscients de ça. Après, je ne sais pas comment il utilise son ordinateur. S'il passe beaucoup de temps sur son ordinateur à la place de son téléphone. Donc, en tout cas, voilà ma réaction immédiate à leur démarche. Mais ils sont rares, ces gens qui sont capables de faire ça. Et oui, vous citiez le chiffre, 99% des 16-24 ans, 16-29 ans qui ont un téléphone. Donc, c'est 1% de la population pour Benoît, presque. Ils sont très rares. Benoît, des gens comme Benoît sont très rares. Allons-nous vers une connexion généralisée, une black mirrorisation de la société, référence à la série ? Qu'observez-vous de notre usage des outils du numérique ? Vous y avez un peu répondu tout à l'heure. Mais sur les tablettes, les écrans, les smartphones ? Je pense que oui, pour répondre à la question directement, on va vers une connexion généralisée et avec mes études, je ne vois pas de signes qui montreraient l'inverse. Des Benoît, il y en a 1%. Si on regarde, puisqu'on est dans une société capitaliste basée sur l'offre et la demande. Si on regarde des deux côtés, si on regarde la demande et si on regarde l'offre, des deux côtés, ça explose. La demande explose, donc on rappelle ce chiffre, 99% des 15-29 ans qui ont un téléphone mobile. Il y a seulement 7% de Français qui sont sans téléphone et sans Internet, d'après l'INSEE. Donc la demande explose, il y a une vraie demande. Et puis, l'offre explose. Si vous levez
le regard vers le ciel. Si vous allez, vous êtes en plein milieu du désert ou en plein milieu de l'océan, que vous voulez contempler les étoiles la nuit, ben vous risquez fort de voir tout d'un coup des étoiles qui se succèdent les unes après les autres comme un train d'étoiles. Vous allez vous demander si ce n'est pas les extraterrestres qui vont nous envahir. Mais en fait, non. Ce sont les satellites d'Elon Musk qui sont envoyés dans l'espace. Il y a des trains de satellites. Et en fait, Elon Musk a annoncé en août 2022 qu'il y aurait bientôt, à court terme, plus de zones blanches aux États-Unis. C'est-à-dire tout le territoire états-unien va être couvert pour une connexion généralisée. À terme, on sait que son entreprise veut envoyer 42 000 satellites dans l'espace qui vont faire que le monde, la planète entière va être couverte. Il n'y aura plus de ce qu'on appelle les zones blanches. Une zone blanche, c'est un endroit où il n'y a pas de connexion. Donc même au milieu des océans. Déjà à l'heure actuelle, vous savez que sur le toit du monde, c'est-à-dire en haut de l'Everest, on a accès à la 5G. Les Chinois ont installé à 6500 mètres d'altitude des antennes 5G. Alors, donc ça va devenir épouvantable pour les électrosensibles auxquels je pense le monde va devenir compliqué d'ici peu de temps. Ça va être évoqué aussi dans ce dossier. Parlons des dérives du numérique. Le traçage des données personnelles, le smart tracking à des fins commerciales, c'était là un petit peu évoqué par Robin Détois dans le reportage. Le 28 janvier, date à laquelle le hashtag « Je ne suis pas une data » sera lancé par l'UFC Que Choisir. C'est une campagne organisée pour la journée de la protection des données qui permet en fait à chaque internaute de découvrir quelles sont les données personnelles collectées par les plateformes qu'il utilise, d'exercer des droits de rectification, de suppression et à l'oubli. Est-ce que cette journée est nécessaire, Florence ? Cette journée est nécessaire, elle est indispensable. J'applaudis des deux mains. C'est extrêmement important. Denis Bourgeois de Robin Détois disait en Chine, on va vers le contrôle social généralisé. On ne va pas vers, on y est. On y est. Et en Chine, ils ont profité de ce qui s'est passé avec le Covid pour renforcer cette surveillance généralisée. Moi, ça peut arriver en France ? Ça va pas arriver en Europe. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Moi, j'ai été très surprise de constater que les Français ont accepté assez docilement le pass sanitaire numérisé. Et j'ai peur que ça fasse un effet cliquet. C'est-à-dire qu'une fois, l'effet cliquet, c'est, vous voyez, comme une roue avec des petits clics. Et une fois qu'on a passé, on ne peut plus revenir en arrière. Qu'il y ait une acceptation de dire bon ben voilà, je montre un pass pour telle ou telle raison, peu importe la raison. Et oui, bien sûr, les dérives, j'ai très peur des dérives possibles liées au numérique. Quand j'en parle évidemment à mes étudiants et ils me disent tous mais madame, oui on est transparent, oui on raconte toute notre vie, oui on donne toutes nos données, mais je n'ai rien à cacher. Et en réalité, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une simple identité culturelle d'être juif ou pas. Bien sûr. Ça pouvait amener à la mort ou pas. En fait, il y a eu un procès retentissant, enfin pas retentissant, non, mais qui m'a marqué. Il y a eu un procès qui a eu lieu à Alès parce que des jeunes dans un lycée avaient détruit une borne biométrique. C'était pour accéder à la cantine. Ils voulaient pas de cet outil, qui considéraient que c'était un outil de surveillance. Et lors du procès, il y a eu Louis Joannet, qui était l'ancien directeur de la CNIL, qui a été appelé à la barre. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit mais si on avait possédé, si à Vichy, on avait possédé les outils, les fichiers informatisés qu'on possède aujourd'hui et notre capacité de fouille dans les fichiers, on aurait organisé une rafle en 2 temps 3 mouvements avec 2 informaticiens et puis aucun juif n'aurait échappé à la Shoah. Et donc, tout dépend. Le problème de la surveillance généralisée possible, c'est si on vit dans une société démocratique avec des gens bien intentionnés, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on change de régime, ça peut poser problème. Donc, qui possède nos données ? Donc, j'essaye d'éveiller mes étudiants à ça, mais je vais dire, ils sont nés dans une société où ils ont l'impression que
de toute façon, on ne peut pas faire autrement. 28 janvier. Ils en retirent des bénéfices. Date à noter. Autre dérive écologique. En 2011, les technologies numériques polluaient autant que l'aviation civile. Aujourd'hui, elles polluent un tiers de plus que l'aviation et d'ici à 2025, elles risquent de polluer 3 fois plus. Ce sont les conséquences écologiques du numérique. 50% du CO2 généré par l'industrie du numérique est issu de la fabrication des ordinateurs, des tablettes et des smartphones. Ce sont des chiffres que vous dévoilez dans votre ouvrage « La nouvelle religion du numérique ». En 2011, vous étiez présente à l'Assemblée nationale pour proposer une régulation justement des usages. 10 ans plus tard, quel constat avec cette loi qui vient d'être votée en 2021 ? 10 ans plus tard, le constat, c'est qu'on n'arrive toujours pas à réguler les géants du numérique. Et moi, c'était le discours que j'ai essayé de tenir devant les députés et les sénateurs déjà en 2011, c'est de dire que c'est un secteur qui évolue sans contrainte. Il faut absolument le réguler. Il faut des États forts face aux GAFAM. On voit bien qu'ils sont toujours de plus en plus forts. Je suis régulièrement les 5 personnes les plus riches du monde. Bon, là, ça a changé dernièrement avec Bernard Arnault, mais sinon, régulièrement, on regarde quelles sont les 5 fortunes les plus riches du monde et on trouve toujours 4 ou 5 personnes, toujours des hommes, qui sont du domaine du numérique. Bon, avec LVMH, ça a changé, mais ça risque donc on a des grandes difficultés à réguler ce secteur et on a du mal à imposer, que ça soit pour le respect des données. Donc l'Europe essaye de réguler et puis si on n'a pas des États forts, on risque d'être submergé par les GAFAM. Suite au prochain épisode en 2023. En tout cas, merci infiniment Florence Rodin d'avoir été notre invitée. Journée mondiale sans téléphone, c'est en février. Le téléphone sauve aussi des vies, c'est le thème de cette année. Il faut souligner sa praticité. Évidemment, on parlait des dérives dans cette émission. À bientôt pour une nouvelle aventure ensemble. Ciao, ciao.